Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette séance du séminaire Innover en management du Cercle de l'innovation et de MLab, une équipe de recherche de DRM, Dauphine Recherche en Management. On a le plaisir et l'honneur aujourd'hui d'accueillir Mathias Spierglas, qui est un collègue de l'Université de Paris-Est Créteil. Non, on ne dit plus. Non, on dit. D'abord, j'ai jamais été à Créteil. Mais... Bon, alors je le dis avec le micro. Voilà, je suis à l'université Gustave Eiffel et à l'IAE Paris-Est. Voilà. D'accord, autant pour moi. Comme ça, je rectifie. C'est parfait. Sinon, après, je vais me faire appeler Arthur par l'institution. Et comme Mathias a fait un travail remarquable à partir de la série La Casa de Papel, et qu'il a publié un livre que je ne peux que vous conseiller de vous procurer, on s'est dit que ce serait intéressant de l'inviter à partager avec nous cette expérience-là et d'en profiter pour parler à la fois de qu'est-ce qu'il y a comme management dans cette série-là et qu'est-ce qu'on en fait en tant qu'enseignant-chercheur une fois qu'on a repéré que c'était une pépite à analyser. Voilà, Mathias, la parole est à toi pour une petite heure et ensuite on aura le temps des échanges. Merci Albert pour l'invitation. C'était voilà, à la fois un honneur et puis un plaisir de venir vous parler du bouquin que j'ai écrit, donc, qui est sorti en mars dernier, en mars 2023, donc il y a presque un an. On va parler effectivement série télé, on va parler fiction, et on va parler voilà, ce qu'on peut faire avec la fiction pour faire de l'innovation, en fait. C'est un peu l'idée de la présentation de ce matin. Donc on va parler de ce bouquin qui s'appelle « Comprendre le management avec la Casa de Papel », qui est aux éditions EMS. Le bouquin se veut être un manuel de management à disposition de tous les gens qui aiment les séries, et en particulier la Casa de Papel évidemment, mais aussi tous les gens qui ont envie d'en savoir plus sur ce que c'est que le management. Je fais cette précision parce que le bouquin n'a pas une visée typiquement recherche, mais comme dans nos métiers, la recherche et l'enseignement sont intimement liés, c'est un peu la tête de pont en fait, de mes travaux sur ce qu'on peut faire avec la fiction pour faire de la recherche, mais aussi pour analyser et comprendre les organisations et le management dans leur ensemble. Alors, Premier élément, c'est pourquoi on s'intéresse à la fiction et pourquoi la fiction est intéressante. Oui, la fiction et puis plus largement ou plus précisément la pop culture est intéressante pour pouvoir aller instruire des questions de management. Alors d'abord parce que le management fait partie de nos vies et que il représente aujourd'hui, à mon sens, un enjeu majeur pour la société. Et pourquoi c'est un enjeu majeur pour la société ? Parce que il y a du management partout et le management est tellement banalisé à la fois dans les discours mais aussi dans les pratiques qu'on fait dire sur ce qu'est le management en fait à peu près tout et n'importe quoi. Il y a des choses bien et des choses moins bien, etc. Combien de fois on a entendu des gens se plaindre du management ? Mais sans préciser effectivement ce que c'est que le management. Mais c'est des choses sur lesquelles vous êtes probablement acclimatés. Ça va nous amener aussi à nous interroger au rôle du management dans la société. Est-ce qu'on en a besoin ? Probablement que oui. Est-ce qu'on en a trop ou pas assez ? Est-ce que la forme du management qu'on a en général dans les organisations nous suffit, ou dans la société nous suffit, ou n'est pas suffisante pour adresser les enjeux de la société moderne. Je pense à la responsabilité, à l'environnement, toutes ces problématiques dont on parle beaucoup, mais qu'on traite finalement assez peu, en tout cas dans les faits, et puis qui traversent évidemment les problématiques de management. Et puis ça interroge aussi la question de c'est quoi le rôle de l'enseignant-chercheur en management aujourd'hui dans la société ? Est-ce que c'est juste de former des futurs managers qui reproduiront les pratiques et les pratiques dans l'avenir, ou est-ce que c'est autre chose ? Voilà, c'est une question que je pose comme ça. Voilà. Alors pourquoi l'idée de la pop culture ? Parce que la pop culture recèle et révèle aussi plein de situations managériales, plein de situations d'organisation dans toutes les séries que
que vous pouvez voir sur les plateformes. Je donne des exemples assez bêtes. Voilà, la plupart des séries DC Comics, par exemple The Flash ou Arrow, par exemple, qui ne sont pas des très bonnes séries, mais qu'est-ce que ça met en scène? Enfin voilà, c'est une opinion. Mais qu'est-ce que ça met en scène? Ça met en scène des équipes, en fait, qui fonctionnent et qui s'organisent, qui se coordonnent pour aller remplir une mission de super-héros. Super. Qu'est-ce qu'on a comme série plus récente? Justement, j'en parlais tout à l'heure, juste avant la séance, avec membres du public, la série Slow Horses, Apple TV. Je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est une série d'espionnage qui raconte l'histoire d'un service du MI5, donc les services secrets britanniques, les services secrets de l'intérieur de britanniques, qui regroupe en fait tous les laissés pour compte, les gens qui ont fait des erreurs ou qu'on a envie de placardiser correctement dans une petite équipe. Et puis c'est une équipe complètement dysfonctionnelle. Et pourtant, voilà, le management est très dégradant, on va dire. Et pourtant, l'équipe fonctionne. Bon, ça interroge. Ce côté-là. Voilà, il y a plein d'autres exemples. Alors, ça, c'est dans les séries télé, mais dans les films, évidemment, on a tout le temps présenté des situations de management de manière plus ou moins, d'ailleurs, tangible et explicite. Pourquoi je vous parle de la Casa de Papel aujourd'hui? Parce que la première fois que j'ai vu le premier épisode de la première saison, je me suis dit, c'est pas possible. Voilà, ils sont en train de me faire un cours de management. C'est peut-être parce que je suis prof de management, je ne sais pas. mais je me suis dit, c'est fou ce truc. Il est en train de, en gros, il fait les premiers chapitres de Mintzberg et il est en train de décrire l'organisation telle que Mintzberg le fait dans Structure et dynamique des organisations. Je me dis, waouh, c'est intéressant. Est-ce que alors, il se trouve que la première fois que j'ai vu la série, c'était un peu après sa sortie, puisque la série est sortie en 2017. Et cette série, d'ailleurs, je pourrais passer sur le slide suivant. Non, en fait, non. Ok, je reviens en arrière. Et ben cette série, en fait, elle est sortie donc en 2017 d'abord pas du tout sur la plateforme Netflix. Elle est arrivée sur la plateforme Netflix un tout petit peu plus tard, au bout de la deuxième saison, puisque Netflix a racheté les droits. Et évidemment, vous vous rappelez qu'en 2020, je crois, il s'est passé un truc où on s'est retrouvés tous enfermés. Et ça a été l'occasion de se rattraper. J'imagine que ça a été le cas pour vous aussi. Et voilà, donc pendant le confinement, la Covid-19, je me vois regarder ça. Et puis, comme j'étais confiné et que je faisais mes cours en visio, comme la plupart des enseignants à l'époque, eh bien, je me suis dit, imaginons une autre façon d'enseigner le management à distance, en l'occurrence. Vous allez voir que c'est pas sans avoir une relation avec la série d'ailleurs. Et donc je regarde la série comme ça et je me dis, bah voilà, on va prendre la Casa de Papel. Je continue à regarder les épisodes, évidemment, j'avais que ça à faire. Enfin non, c'est pas tout à fait vrai, mais globalement, voilà, je regarde les épisodes et puis je me dis, oui, effectivement, il y a quand même quelque chose à faire là-dessus. Et ce qui est très intéressant, donc à ce moment-là, je décide d'écrire en fait un cours sur Twitter, qui s'appelle X maintenant, mais vous pouvez toujours retrouver sur mon compte Twitter, un cours sur la Casa de Papel et la théorie des organisations. Oui, soyons clairs. Donc il y a 5 cours avec des fils de tweets, ce qui est en fait un procédé assez intéressant en fait en termes pédagogiques, parce que ça oblige d'être hyper synthétique, évidemment, et en même temps d'avoir une articulation des idées qui est hyper aussi structurée. Je dis ça pour les étudiants qui sont dans la salle. C'est un exercice que maintenant, aujourd'hui, je fais faire aux étudiants, à mes étudiants, d'écrire en fait des fils Twitter sur les propos du cours, notre façon d'enseigner. On publie ou on publie pas, mais l'idée c'est de faire l'exercice. Et donc il y a 5 cours que j'ai publiés toutes les 2 semaines à peu près pendant le confinement.
Et toutes les 2 semaines ou toutes les semaines, ça dépendait de la difficulté du chapitre que je voulais aborder. Et ça m'a permis donc de balayer ces choses-là. Puis à la fin juste à la fin du confinement, il y a un professeur de l'université Paris-Dauphine qui est membre de M-Lab aussi, qui s'appelle Albéric Tellier, que vous avez peut-être eu en cours pour certains. Et Albéric Tellier, lui, il m'a dit ah ouais, c'est vachement bien ce que tu as fait sur Twitter. Et donc, j'en parle autour de moi, il me dit. Et d'un coup, je reçois un coup de fil de l'éditeur EMS qui me dit bon, au fait, oui, j'ai vu tes cours sur Twitter, c'est génial. Est-ce que tu es capable de transformer l'essai? Voilà, je n'ai jamais écrit un bouquin à part ma thèse. Ça me paraissait ambitieux, mais voilà. Et donc, finalement, assez rapidement, je me mets à l'écriture du bouquin et je profite d'un congé pour projet pédagogique. J'en parle parce que c'est important d'avoir ce temps d'écriture. Voilà. Je m'éloigne un peu du sujet. Donc oui, la Casa de Papel, ça a de l'intérêt parce que c'est la série qui a été le plus vue au monde. Je vais y revenir de cette manière-là. Et avant de toute chose, je vais rentrer dans le cœur du sujet, c'est pourquoi on s'intéresse à la fiction et pourquoi la fiction, ça peut être intéressant pour à la fois penser les organisations, penser le management, mais aussi faire de la recherche en management, aller concevoir peut-être des nouveaux dispositifs de management de cette manière-là. Alors, pour commencer, la fiction, c'est en fait une forme de représentation du réel, ou pas du réel, ça peut être un réel fantasmé, ça peut être de l'imaginaire, mais l'imaginaire est toujours basé sur des connaissances existantes, quoi qu'il arrive. Et même si on prend de la science-fiction par exemple, la science-fiction a toujours une relation avec l'histoire du monde, l'histoire de la société. Et donc la fiction, pour moi, c'est un réel qui est ordonné, qui a été ordonné d'une certaine manière par un auteur ou par plusieurs auteurs. En l'occurrence, sur les séries télé, on parle d'un collectif créatif. Donc ça, c'est intéressant aussi. La fiction, elle va présenter une variété de situations et de contextes. Une variété de situations et de contextes qui est très grande parce que, évidemment, comme les fictions sont créées par plusieurs auteurs, par une variété très grande aussi d'auteurs, on va avoir des visions, des représentations du monde qui vont être très fortes et très grandes, enfin très, très ouvertes. Il y a un deuxième élément, c'est la fiction, elle apporte aussi une originalité de regard particulier sur le monde. C'est ça qui fait que c'est attrayant ou pas, d'ailleurs, dans la fiction. On va faire un petit test, d'ailleurs, après, rapidement, pour savoir qui a vu la série La Casa de Papel. Mais, voilà. Mais dans La Casa de Papel, de cette manière-là, on a aussi des situations qui sont relativement originales. Alors, même s'il y a eu plein de discussions sur le fait de savoir si ce n'était pas une redite ou une remise en image finalement d'un cas assez exemplaire qui a eu lieu en Amérique du Sud. Voilà. Je laisse ça, je ne suis pas du tout sûr de la véracité de ces choses-là, mais en tout cas les fans se sont penchés sur la question et ont apporté un certain nombre de réponses. Et puis c'est aussi l'occasion de présenter la fiction, elle a cette capacité à présenter aussi des dispositifs managériaux et d'organisation variés, qui peuvent être aussi originaux ou inédits. Typiquement, dans la Casa de Papel, ce qui est assez intéressant, et on va en parler tout à l'heure, c'est que ça présente de manière très, très aiguë en fait, la question du management à distance. Ce que je vous rappelle pour ceux qui n'ont pas vu la série. D'ailleurs, allez, on fait le test maintenant. Est-ce que vous pouvez lever la main, les gens qui n'ont pas vu la série? Ah, quand même. D'accord, ok, très bien. Ok, c'est intéressant. Qu'est-ce que vos enfants ont vu ou
vous ont raconté de la série? D'accord. Ouais. 4e saison était favorable, ouais. C'est pas faux. D'accord. Alors je retiens trois mots. Le invraisemblable, éprenant, et moi je rajouterais malgré tout relativement plausible en fait. On y croit hein, globalement, et c'est peut-être pour ça que c'est prenant. C'est un point important de comment est-ce qu'on peut aborder justement les problématiques managériales à travers la fiction. Plein de rebondissements. Il y a beaucoup d'actions collectives dans cette série finalement. Alors, est-ce que c'est intéressant de regarder la Casa de Papel qui raconte l'histoire d'un cas exemplaire. Je vais revenir rapidement là-dessus, qui est organisé par un personnage qui s'appelle le professeur. Et le professeur dirige son équipe, une équipe de 9 preneurs d'otages, braqueurs, voilà. Qui vont infiltrer donc la fabrique nationale de la monnaie et du timbre à Madrid, qui est en fait l'imprimerie nationale des billets de banque, hein, globalement, pour faire simple. Et sans révéler toute l'intrigue, l'idée c'est que c'est un casse exemplaire aussi parce qu'il est réussi, donc ça j'ai juste spoilé la fin. Mais bien sûr, ce qui est intéressant, c'est de voir comment l'équipe justement a réussi à s'emparer de la Fabrique nationale de la monnaie et du timbre et de réaliser ce casse exemplaire à la fois par le montant, hein, puisque l'ambition c'est de sortir quelque chose comme 1 milliard d'euros hein, voilà, de la Fabrique nationale de la monnaie et du timbre, et de permettre à la fois de discuter de la position de l'État. Donc là, d'un coup, on rentre effectivement dans une approche un peu analytique, parce que, à mon sens, la Casa de Papel, c'est une métaphore, ou en tout cas une parabole anarchiste, où on va critiquer le rôle de l'État dans l'économie, dans la société, etc., de cette manière. Mais je reviendrai peut-être là-dessus par la suite. Est-ce que la fiction est une imitation de la réalité? Oui, en partie, évidemment. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que peut-être que ce casse exemplaire a été inspiré d'un autre casse exemplaire qui s'est déroulé un peu de la même façon. D'accord, un casse réel cette fois-ci. Mais à contrario, est-ce que la réalité n'est pas aussi en partie ou possiblement une imitation de la fiction? Regardez par exemple The Handmaid's Tale, par exemple, la Servante écarlate, où on se pose la question du droit des femmes, de la pollution du monde, et où on est finalement, et du retour des fascismes, un peu tout sur toutes ces formes, de cette manière-là. Donc il y a vraiment, avec un point commun, le rouge, effectivement. La fiction, c'est déjà une représentation, c'est-à-dire une présentation à nouveau de quelque chose, ou une reformulation finalement de la réalité, et donc une réalité ordonnée pour agir aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on va designer, on va concevoir finalement une réalité qui va nous permettre, une réalité, une représentation, qui va nous permettre d'agir, de mettre en forme, mettre en œuvre, de trouver des leviers d'action de cette manière. Donc c'est assez proche finalement de ce qu'on fait lorsqu'on agit dans la vie réelle. Alors pourquoi écrire un livre à partir d'une série à succès comme La Casa de Papel? Alors vous allez dire, oui, La Casa de Papel, c'est sorti en 2017, la dernière saison est sortie, je crois, en courant 2020, un truc comme ça, ou 21. Bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un reboot ou un préquel avec le personnage de Berlin. Alors, j'ai pas vu, hein, objectivement. Tous mes étudiants qui l'ont vu parce qu'ils avaient lu le bouquin ou vu la première saison, et puis que je leur ai parlé de la Casa de Papel, ils m'ont dit ça vaut pas le coup, ne perdez pas votre temps. J'ai dit ok, je perds pas mon temps. Mais
En tout cas, on peut dire que globalement, c'est la plus grosse série, c'est le plus gros succès. Ça a été visionné par des millions de personnes dans le monde à sa sortie. Je crois que ça a été pendant longtemps, je crois quelque chose comme quelques mois, le plus gros succès télévisuel, entre guillemets. Ça a été vu plus de fois dans le monde, en fait, comme ça. Et puis on imagine bien pourquoi, hein, évidemment, avec l'apport des plateformes qui ont permis de diffuser cette série très largement. Mais bon, on peut discuter, hein, parce qu'il y a eu aussi des bouquins qui ont été écrits sur Game of Thrones, par exemple, qui est une autre série à succès avec un reboot, aussi un préquel. Voilà. Les séries télé, c'est un produit culturel à diffusion mondiale dans toutes les couches de la population. Et il y a eu une étude qui est parue, une étude Ipsos, je crois, qui disait que les gens avaient moins de relations sexuelles aujourd'hui, et en particulier chez les jeunes. Je ne sais pas si vous avez entendu ça ce matin à la radio. En fait, l'une des raisons pour lesquelles les gens ont moins de relations sexuelles, c'est qu'ils en éprouvent moins le besoin, mais aussi parce qu'ils sont accaparés par les écrans, les séries, les plateformes et les jeux vidéo. Voilà. La lecture aussi. Hein. La lecture était mentionnée faiblement, mais toujours possible. Donc oui, La Casa de Papel, c'est la série la plus vue au monde depuis les débuts de la télévision. En tout cas, ça a été le cas pendant un moment. Je pense que ça a dû être dépassé aujourd'hui. Il y a un taux de pénétration de la population qui est énorme. Moi, j'en parle auprès de mes étudiants. Encore aujourd'hui, alors là, c'est intéressant parce que les étudiants de MTI que j'ai identifiés là-bas, n'avaient pas vu pour la plupart. Il y avait une partie des gens qui n'avaient pas vu. Mais dans une promo de 30 personnes, en général, il y en a un ou deux qui n'ont pas vu la série. Un ou deux, c'est phénoménal. C'est-à-dire que globalement, on assiste à un phénomène de société au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'on peut se baser là-dessus pour pouvoir discuter de plein de choses, peut-être de géopolitique, d'économie, de management, comme on dit. Peu de gens ne savent pas ce que c'est que la Casa de Papel, et la remarque de tout à l'heure l'a confirmé. Même si vous ne l'aviez pas vu, j'imagine que vous saviez de quoi ça parlait. D'ailleurs, on pourra vous poser la question tout à l'heure, peut-être, de pourquoi vous n'avez pas vu la série, pourquoi vous n'avez pas souhaité voir la série. Évidemment, dans tout ça, les confinements successifs ont accru effectivement le recours aux plateformes, et ce qui fait que le taux de pénétration est très très fort. On a donc un commun culturel avec la série La Casa de Papel. Et ce commun culturel, il va nous permettre d'aborder finalement un certain nombre de questions sur le management, et plus précisément d'aborder ce que Albert, David ou Sébastien Damar appellent les invariants du management. Et c'est intéressant parce qu'il s'agit de la vie d'une petite équipe qui a un mode de management qui est à la fois assez original et en même temps assez classique. Qui va permettre de balayer finalement plein d'actions collectives menées dans une situation qui est à la fois maîtrisée ou maîtrisable et en même temps complètement incertaine. Donc on a des choses qui relèvent vraiment de cette activité managériale. Et l'idée aussi, c'est de prendre le contre-pied finalement du seul divertissement que ça peut avoir. Alors voilà, mes étudiants me détestent maintenant parce qu'ils regardent des séries et ils ont toujours le prisme de la vision de ce qu'on peut dire sur le management à partir de là, en série ou film, hein, ça marche pareil. Et puis, ça a quelque chose de sympathique, c'est qu'on apprend en se faisant plaisir, on apprend en se faisant plaisir, effectivement, en compagnie d'une équipe qui est relativement sympathique pour la plupart. Une équipe de braqueurs. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend aussi en compagnie des forces de l'ordre, dont certaines parties sont plutôt sympathiques aussi. D'accord ? Et l'idée, c'est d'illustrer, en tout cas, les concepts et les notions de management en images, avec
toute la force que l'image peut apporter. Et aussi toute la force que le cadrage peut apporter. Et là, je fais référence à Goffman. Peut-être vous avez entendu parler. Erving Goffman donc, a écrit plusieurs bouquins sur comment est-ce qu'on peut décrire finalement la réalité comme une mise en scène. Il parle de mise en scène de la vie quotidienne, c'est le titre de son bouquin d'ailleurs. Et il parle plus précisément de cadrage, et ce qui fait sens dans les arts cinématographiques ou visuels, puisque la série montre un cadrage, des plans particuliers, qui exposent une réalité qu'on doit comprendre d'une certaine manière. La question que je me pose, moi, c'est, et en partie parce que c'est effectivement parfaitement invraisemblable comme situation. C'est très caricatural, finalement, comme série. Et en même temps, la caricature fait que ça permet de souligner à gros traits les choses qu'il faut voir. On va incarner l'action collective de manière très stéréotypée, et puis on va observer aussi les failles qui la rendent plausible dans la fiction. Typiquement, il y a un truc que vous n'avez peut-être pas remarqué dans la série. Il y a quelques incohérences qui font que l'invraisemblabilité finalement de cette histoire est un peu faillible, on va dire, de cette manière-là. C'est que à un moment de l'histoire, le professeur est obligé de sortir de son repère pour aller essayer de décourager un témoin de révéler son identité. Et à ce moment-là, il va rentrer, il va aller fracturer la porte d'une voiture de police et il va faire une émission sur les canaux radio de la police, sur lesquels évidemment le poste de crise en fait, qui est devant la Fabrique nationale de la monnaie et du timbre est branché. Et il va donc faire de l'intimidation auprès du témoin. Et suite à cette scène, eh bien, alors le professeur porte des gants en latex, relativement fins, mais en même temps suffisamment épais pour normalement empêcher toute la production d'empreintes digitales, parce qu'il y a pensé, évidemment. Et puis, bizarrement, dans cette voiture, alors que à l'image, on ne voit jamais qu'il a enlevé ses gants, d'ailleurs, il n'enlève pas ses gants durant toute l'opération, eh bien, les policiers, finalement, la police scientifique, découvrent une empreinte dans la voiture de police. Et résultat, ça permet d'identifier, évidemment, le professeur, en moins partie. Donc ça, c'est hyper... voilà. Mais en même temps, ça montre que, globalement, on s'attache à peut-être à des détails qui ne sont pas les mêmes, si jamais on regarde l'enquête qui est menée par les policiers avec le prisme de la construction du sens, par exemple, que si on ne regarde pas avec cet élément-là. Peut-être que si je n'avais pas écrit le bouquin, par exemple, ou si je ne m'étais pas posé cette question-là, je n'aurais pas vu cette invraisemblance. En tout cas, ça c'est intéressant. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que les scénaristes de ce genre de production, eh bien, les scénaristes ou les auteurs d'un bouquin ou les réalisateurs d'un film, eh bien, ils vont générer un contexte en fait et un environnement qui est contrôlé. Ce qui se passe dans le film, c'est bien parce qu'ils ont décidé. Donc ça sort déjà d'une représentation et d'une modélisation finalement de l'activité qu'on veut produire et qu'on veut amener auprès du public. Et ce contexte et cet environnement contrôlé, en fait, il est quand même extrêmement dramatisé au sens de... On va mettre de l'action, parce que sinon, un film ou une série où il ne se passe rien, ça serait moins intéressant, moins prenant, moins addictif. Voilà. Et il pose aussi la question de comment est-ce qu'on fait pour faire intervenir dans l'action, finalement, de l'incertitude ou de l'inconnu, qui est incertain ou inconnu pour le public, mais peut-être pas pour les personnages, ou en tout cas pour les personnages, en essayant de tromper le spectateur.
Dans des précédents travaux de recherche, j'avais travaillé sur la notion de quiproquo. Je ne sais pas si vous voyez à peu près ce à quoi je fais référence. Quiproquo, c'est une situation une situation langagière, hein, où en fait on prend une chose pour une autre, on dit une chose pour une autre, et ça se passe bien la plupart du temps, jusqu'au moment où on s'aperçoit qu'on est en quiproquo. Et à ce moment-là, le quiproquo disparaît. Et ce qui est intéressant, et j'essaie de faire le lien avec ce que je disais là, c'est que dans le quiproquo, lorsqu'on écrit un quiproquo au théâtre, par exemple chez Molière, qui est un grand faiseur de quiproquo, eh bien, la première chose qu'il cherche à faire, c'est de piéger les spectateurs. Et par là même, de surprendre finalement les protagonistes avec cet artifice du langage qui va complètement les perturber. Hein, si vous vous souvenez bien, dans l'Avare par exemple, le fils de l'Avare, hein, du personnage de Harpagon, eh bien, il est amoureux d'une fille et finalement Harpagon est rentré en dialogue avec le papa de la fille en question pour savoir s'il peut lui se marier avec. Et bien sûr, il y a ils vont parler de mariage, tout ça, mais bien sûr, ils disent qu'au dernier moment qu'ils se sont trompés d'objet finalement avec lequel l'un et l'autre veulent se marier. Donc je vous dis ça pour dire que globalement, ce qui est très important à retenir, c'est que la fiction, elle est utile parce qu'elle a déjà ordonné la réalité. Et donc c'est intéressant de voir comment est-ce qu'on peut utiliser cette façon de mettre de l'ordre dans la réalité, dans les faits, pour pouvoir analyser et produire de la connaissance. Ce qui me semble aussi intéressant, c'est que la série La Casa de Papel, et je vais donner un exemple tout à l'heure, mais par exemple, dans le premier épisode, comme ça je ne spoil pas trop ce qui se passe, et ben on voit l'équipe déjà on voit l'équipe se former, ça c'est un point important, et puis on voit l'équipe commencer à investir la Fabrique nationale de la monnaie du timbre par deux entrées différentes. Il y en a qui rentrent par l'entrée du public, entre guillemets, et puis d'autres qui rentrent en faisant une sorte de cheval de Troie par la porte des fournisseurs, en fait, qui permet d'apporter les ballots de papier et l'encre dans l'imprimerie nationale. Et en fait, là, ce qu'on voit, c'est que globalement, soit on peut se créer une simple représentation de ce que c'est que l'organisation de la Fabrique nationale de la monnaie du timbre à ce moment-là, et on en a une idée, un peu claire ou pas, enfin voilà, à partir de ce qui est présenté. Et en même temps, on peut utiliser cette représentation que nous promet ou que nous produit, qui produit un effet visuel, etc., pour pouvoir aller instruire d'autres éléments. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans la réalité, il y a des gens qui ont essayé d'imaginer, des gens réels, des braqueurs réels, hein, qui ont essayé d'imaginer dans un autre pays, hein, je crois, il me semble que c'est encore en Amérique du Sud, d'imaginer, de reproduire finalement le cas de la Fabrique nationale de monnaie du timbre, mais là-bas. Bon, ça a échoué parce que forcément tout le monde avait vu la série, et donc évidemment ça ne pouvait pas marcher deux fois. On peut agir par similarité, donc à partir de là, on peut faire de l'imitation de ce qu'on a appris par la fiction, mais on peut aussi agir en se disant, voilà, ça nous a appris des choses intéressantes, ça nous a appris des choses spécifiques dans un contexte donné, mais est-ce qu'on peut les généraliser à plus loin, quoi. Et c'est la question que je me suis posée dans cette question. Alors, la question, c'est est-ce que la Casa de Papel peut nous aider à innover en management? Déjà, pourquoi faire? Et avec qui? Et pour qui aussi? Ça, c'est un point important.
Vous le savez, hein, notre monde contemporain est terriblement complexe et dynamique. Il y a des enjeux sociétaux, hein, je l'ai dit tout à l'heure, et environnementaux qui sont prégnants et qui essayent de balayer finalement les autres préoccupations, mais qui n'y arrivent pas toujours tout à fait assez. C'est pour ça aussi qu'on a un goût ou une avidité pour les nouveaux modes d'action collective et l'invention de nouvelles pratiques managériales qui vont être plus vertueuses et plus adaptées pour ce monde en transformation. Donc pour revenir à la fiction et pour innover en management, on va partir des fondamentaux en management qu'on va pouvoir trouver dans la fiction. Et à partir de ces fondamentaux, on va pouvoir les recomposer, les tordre, les faire vivre dans des contextes variés. Et ces contextes de fiction permettent finalement d'envisager l'articulation de ces fondamentaux dans d'autres contextes pour adresser d'autres questions, etc. Et puis finalement d'en observer les effets. Je vous parlerai tout à l'heure, si le temps me permet, je regarde l'heure qu'il est, pour faire ces choses-là. Donc voilà le bouquin, je vais vous le présenter rapidement parce que je pense que c'est important aussi que vous ayez 2-3 éléments sur ce bouquin. C'est un bouquin c'est un manuel hein, qui est de management. Vous n'en verrez pas deux comme celui-ci, puisque celui-ci est illustré. Voilà. Donc vous avez des dessins, des schémas et tout ça qui sont faits ça là. Donc je remercie l'éditeur d'ailleurs d'avoir accepté cette proposition qui n'était pas du tout évidente au départ. L'idée, c'est donc d'adopter dans le bouquin une approche thématique qui va rendre les choses évidemment plus simples, parce que si vous prenez une thématique, vous allez pouvoir traiter une thématique et ça vous permet de vous interroger, de vous poser qu'une seule question à la fois, alors que évidemment dans la réalité ou dans l'action collective en général, elle va vous poser plein de questions à la fois et vous avez besoin un peu de maîtriser ces choses-là dans différents contextes. Donc 6 chapitres pour développer une approche thématique du management et faciliter son appropriation. Le principe d'écriture que j'ai retenu, c'est le fait que ce bouquin soit accessible à n'importe qui, y compris à des gens qui ne sont pas étudiants en management. Et ça, voilà. Et je crois que l'objectif a été atteint, puisque les gens qui ont travaillé sur, qui ont lu le bouquin, m'ont dit effectivement que c'était très accessible. L'idée, c'est de partir d'une scène de la série. Alors, par exemple, celle-ci, est-ce que ceux qui ont vu la série se souviennent? Non. Voilà, c'est une scène qui a lieu dans le premier épisode, où évidemment les braqueurs rentrent dans la Fabrique nationale de la monnaie du timbre, prennent en otage l'ensemble des personnels et des visiteurs de la Fabrique nationale de la monnaie du timbre et confisquent leur téléphone portable. Et puis pour avoir la maîtrise de la communication et de l'allumage de ces téléphones portables, ils demandent donc les codes PIN de cette manière-là. Ces petites vignettes en mode BD permet d'illustrer finalement un des jeux de pouvoir présentés par Mintzberg, qui est un jeu de l'autoritarisme, par exemple, et bien sûr le personnage qui est le directeur de la Fabrique nationale de la monnaie du timbre, qui est à droite ici, va résister à l'autorité, qui va jouer le jeu de résistance à l'autorité. Et bien sûr, on a aussi des jeux de pouvoir qui vont permettre de contrer cette résistance à l'autorité pour réaffirmer un certain nombre de choses. Donc ça, c'est une des manières d'exprimer finalement cette situation et de faire sens de cette situation par rapport à de la théorie ou à des modes d'organisation particuliers. Le livre, il est aussi un précurseur de ce qu'on peut faire lorsqu'on fait des études de cas, par exemple. Et je vais aller plus loin. Vous avez peut-être tous fait des études de cas, alors de vos études ou comme ça. C'est souvent un des modes les plus
courant d'apprentissage de certaines façons d'apprentissage du management. On fait souvent des études de cas. Et moi, je pose la question, pourquoi on ne fait pas plus souvent des études de cas de fiction? Voilà. Il n'y a pas de raison qu'on puisse... En plus, c'est vachement plus simple à élaborer, en l'occurrence. Vous voyez bien qu'il suffit de prendre prendre une œuvre de fiction et faire... On n'est pas obligé de créer toutes les données. Après, j'ai aussi eu pas mal de remarques sur ce travail sur les séries, sur le fait que, alors plusieurs, dont on pourra discuter tout à l'heure, c'est oui, vous faites travailler vos étudiants sur une organisation illégale. Est-ce que c'est éthique? Ok, soit, je prends la remarque. Deuxièmement, oui, mais vous les faites travailler sur la fiction, alors que le réel, il est déjà bien suffisant pour pouvoir instruire ces questions-là. Voilà, on voit. Je ne l'ai pas dit. Ouais. Ouais, pour après. Ouais. Donc voilà. Juste, j'étais un peu vite. Donc le chapitre 1, il s'intéresse à l'organisation des activités humaines. Et plus précisément à la raison d'être des organisations, la division du travail, la coordination du travail. Donc, toutes ces questions-là, qui sont en fait des questions un peu élémentaires de management. Vous vous rappelez des 5 activités du manager, qu'il n'appelle pas manager d'ailleurs à cette époque-là, de Fayol. La coordination fait partie de cet élément-là. Deuxième élément, et là on reprend un peu l'idée de Mintzberg et de sa synthèse sur les organisations qui s'appelle Structure et dynamique des organisations, dont j'ai déjà parlé. Finalement, la Casa de Papel, ça produit un énoncé simple de ce que c'est que cette synthèse finalement sur les organisations produit. Et bien sûr, ça produit aussi plein d'éléments qui permettent d'aller plus loin, ces choses-là. Vous voyez des exemples de schémas et d'illustrations. Le troisième chapitre s'intéresse à la conception d'une organisation. Comment est-ce que je la construis? Comment est-ce que je la structure? Quels sont les paramètres de conception que j'invite là-dessus? On continue donc ici d'explorer les organisations avec Mintzberg. Et ça va nous permettre de dresser effectivement une typologie des formes d'organisation. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir donner plein d'exemples, à la fois à l'aide de l'équipe de braqueurs. L'équipe de braqueurs, elle peut être analysée selon plusieurs finalement structures organisationnelles, formes organisationnelles de Mintzberg. Ça peut être une forme simple, ça peut être une adhocratie, ça peut être aussi une forme de bureaucratie professionnelle. D'accord, mais ça peut être aussi l'organisation du braquage elle-même peut être reconnue comme une sorte de bureaucratie mécaniste. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que la série montre d'autres formes d'organisation, comme celle des forces de l'ordre. Et là encore, c'est très contrasté, puisque les forces de l'ordre, la police judiciaire par exemple, qui sont chargées de mener l'enquête et de résoudre le braquage, eh bien, la police judiciaire, elle est organisée de manière... c'est une bureaucratie professionnelle. On sent bien qu'on a des gens qui sont très experts de leur domaine et qu'on ne va pas leur dicter comment il faut faire l'enquête. Et puis vous avez à contrario une bureaucratie qui est plutôt une bureaucratie mécaniste avec typiquement les forces d'intervention, l'équivalent du GIPN ou du GIGN. Donc c'est vraiment les forces d'intervention qui, eux, ont finalement une prescription très forte de leur travail. Et ça, c'est des choses qu'on voit, qu'on pourrait même généraliser à la forme d'organisation de nos services de police. Avec à la fois une coordination par la standardisation, par les résultats, mais aussi par les procédés, qui sont deux modes de coordination évoqués par Mintzberg. Et donc ça nous permet d'avoir des choses d'illustrer de manière très contrastée en fait finalement certains types
ces jeux-là. Et puis ça permet d'être aussi un peu fin, parce que évidemment, je vous ai dit tout à l'heure que l'équipe de braqueurs, elle pouvait être décrite selon plein de formes d'organisation différentes. On a parlé forme simple, adographique ou même bureaucratique professionnelle. C'est intéressant ça, parce que ça veut dire que globalement, même dans la fiction, ou en tout cas si la fiction veut un peu mimer la réalité, eh bien, c'est pas toujours aussi clair que ça. C'est-à-dire qu'on est toujours dans un entre-deux. On est obligé de discuter de c'est ni tout à fait complètement ça, cette forme d'organisation-là, ni tout à fait cette autre forme d'organisation-là. C'est pareil pour les jeux de pouvoir dont je parlais tout à l'heure. Dans les jeux de pouvoir, probablement que les acteurs, ils n'utilisent pas seulement une seule forme de jeu de pouvoir. Ils vont en utiliser plusieurs. Et puis, ils vont les combiner. Et résultat, ça fera des choses comme ça. Mais le fait d'avoir une typologie, ça permet de mettre de l'ordre dans tout ça et de comprendre aussi quels sont les effets de chacune des formes d'organisation ou des jeux de pouvoir dans ce que je parlais dessus. Quatrième, justement, en parlant de pouvoir, quatrième élément, c'est sur l'exercice du pouvoir. Dans la série, il y a plein d'exercices du pouvoir différents. Il y a un exercice du pouvoir qui est plutôt hiérarchique, par exemple. Dans l'équipe de braqueurs, eh bien, il y a une hiérarchie qui est imposée. Il y a le professeur qui est à la tête de l'organisation, au sommet stratégique. Berlin qui représente le manager opérationnel finalement du CAS. Et donc, il fait partie de la ligne hiérarchique. Et puis après, il y a un centre opérationnel. Et puis aussi des fonctions de support dans l'équipe. Fonctions de support, je pense par exemple à Rio, qui est le petit expert en informatique, qui va être capable de déverrouiller les systèmes d'alarme, de mettre de la vidéo en circuit fermé, de les renvoyer dans la tanière du professeur. Mettre en place le système d'information, par exemple. Donc là, on a bien les fonctions de support. Et puis, on a aussi des gens qui vont osciller du centre opérationnel vers la technostructure, puisqu'il y a un moment donné, je ne sais pas si je spoil vraiment, il y en a vraiment trop de gens qui n'ont pas vu la série. Moi aussi, j'ai vu. Donc voilà. Voilà, donc dans la Fabrique nationale de la monnaie et du timbre, donc vous avez compris que c'est une imprimerie de billets de banque, d'euros pour être précis, et comme il y en a dans chaque pays européen d'ailleurs, de cette manière-là. Et donc en fait, les braqueurs vont prendre possession de cet outil de production et vont formaliser finalement et vont imprimer des millions d'euros en billets. C'est le principe du braquage, et c'est comme ça qu'ils vont sortir autant d'argent. Et pour faire ça, ils sont obligés de s'organiser à la façon d'une bureaucratie mécaniste avec une prescription du travail. Et donc, Nairobi, qui est l'un des personnages, qui est experte faussaire, qui a été arrêtée plusieurs fois pour avoir fait des faux billets, ou en tout cas on sait que c'est son pédigré. Elle va diriger les opérations, elle va faire état de bureau des méthodes pour dire voilà, il faut imprimer tant de billets de cette série-là, tant de billets d'une autre série, pour éviter que ça soit traçable de cette manière-là. Donc ça, c'est sur l'exercice du pouvoir. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais il y a plein de moments aussi dans la série où la légitimité de la direction opérationnelle, par exemple de Berlin, est remise en cause. Parce que Berlin est un personnage avec des pratiques qui sont critiquables d'un point de vue éthique, évidemment, qu'il a un caractère de cochon, et que évidemment, le management autoritaire, au sens très large du terme, est pas forcément bien vécu par les membres de l'équipe, même si lui estime que c'est la forme la plus efficace de management dans la situation d'incertitude dans laquelle les braqueurs se sont trouvés. Le 5e chapitre, lui, porte sur la construction du sens. Et là, on va s'intéresser à la fois au travail des policiers, sur le processus d'enquête, mais aussi à la manière dont le professeur va être capable de cadrer l'action et de proposer des cadres de compréhension finalement de ce qui se passe à l'intérieur de la Fabrique nationale de la monnaie
aux forces de l'ordre pour justement gagner du temps. Parce que le principe, c'est de rester le plus longtemps possible dans la Fabrique nationale de monnaie du timbre, pour gagner le plus d'argent possible, pour pouvoir en imprimer le plus possible. Et à partir de là, il va être capable d'implanter des preuves qui vont incriminer, par exemple, un ou deux membres de l'équipe pour les punir, par exemple. Mais il va aussi placer des fausses pistes à l'intention des enquêteurs pour les orienter dans un autre sens, pour les faire progresser moins vite vers la résolution du cas, pour lui faire gagner du temps. On voit aussi, à partir de là, que dans ce chapitre, eh bien, que la construction du sens, elle est évidemment faite aussi du côté des enquêteurs. Et les enquêteurs, ils ont plein de manières de construire le sens. Ils ont des données, des faits qu'ils doivent ordonner à nouveau. Ils ont plein de manières aussi de le faire, parce qu'ils ont des fonctions de support qui sont bien faites de ce côté-là. Ils vont mener l'enquête un peu aussi en agissant. Ça permet d'aborder les théories la théorie du sense-making de Weick, qui permet de dire que globalement, on crée le sens, on crée un sens à une situation pour agir en agissant, en promulguant cette réalité et en testant ces choses-là. C'est ce que font les enquêteurs lorsqu'ils décident d'infiltrer la manufacture, enfin la Fabrique nationale de la monnaie du timbre, de cette manière-là. Je vais y arriver. 6e chapitre, après avoir créé le sens et d'avoir vu que finalement il y avait beaucoup d'inconnus et beaucoup d'incertitudes, eh ben, on s'est posé la question de savoir comment est-ce que la petite équipe de braquage, mais aussi les autres membres de l'équipe, enfin les autres protagonistes de l'histoire, eh bien, vont être capables de manager, de gérer finalement cette incertitude et cet inconnu. Et à ce titre-là, on a relevé à la fois plein d'éléments sur le management des risques, le management des crises, un truc intéressant. Typiquement, comment est-ce qu'on organise une cellule de crise? Ça peut être aussi intéressant dans un cours, par exemple, de cellules de crise, si vous avez ou une intervention à faire parce que vous avez à monter une cellule de crise suite à un événement qui est non prévu et non anticipé. Vous avez aussi pas mal de moyens pour monter une cellule de crise. Donc vous avez plein de codes qui sont montés là-dessus. Et puis, on a bien sûr adressé la question du management à distance, qui était en plus super prégnant au moment où j'ai vu pour la première fois la série, puisque c'était pendant le confinement, et que à ce moment-là, on s'était tous mis à manager à distance, même si c'est une idée assez ancienne, de cette manière-là. Voilà. Et puis, je parle aussi avec donc Marina Goguet, qui a coécrit le dernier chapitre de ce bouquin avec moi, du management au féminin. Est-ce qu'il existe des spécificités de ce management au féminin? Est-ce que c'est plutôt innovant? Est-ce qu'il s'incarne de la même façon que le management au masculin? Voilà, c'est des questions qu'on a posées et sur lesquelles on répond. Alors, pour aller un tout petit peu plus loin, mais pour presque terminer cette intervention, j'ai déjà été très long, il me semble. Ouais, c'est bon. La question, c'est comment est-ce que ça peut nous aider à concevoir le management du futur? Tout ça. Mon idée à moi, c'est que, et c'est pas seulement mon idée à moi, c'est l'idée de plein d'autres gens. Je cite par exemple Red Team, dont peut-être vous avez entendu parler. Le programme Red Team, ça vous parle ou pas? Je vais préciser ce que c'est. C'est un programme qui a été élaboré monté par la Direction générale de l'armement et le ministère des Armées, le ministère de la Défense, pour aller embaucher donc des auteurs de science-fiction pour aller essayer de réfléchir ce que pourraient être les théâtres d'opération, les guerres du futur. Donc, super intéressant.
Donc on utilise du design fiction pour ça, c'est-à-dire qu'on va écrire de la fiction pour pouvoir concevoir les possibles dans l'avenir. Alors c'est intéressant de voir ça comme ça, parce que quand on fait du design sans la fiction, des fois, j'ai une petite expérience justement de travailler avec la DGA il y a maintenant une quinzaine d'années. Voilà, on avait répondu à un appel d'offres avec un collègue de l'école des mines à l'époque sur voilà, comment est-ce qu'on peut imaginer l'état d'opération du futur. Et on avait fait un truc qui n'était pas du tout du design fiction, mais plutôt juste de la conception innovante. Et, on n'a pas été retenu parce qu'en fait, à l'époque, on nous avait répondu non, mais votre truc, c'est trop compliqué, on préfère faire comme d'habitude pour imaginer l'état d'opération du futur. On n'a rien dit, on est parti. Voilà. Donc je ne peux pas en parler vraiment beaucoup plus que ça, parce qu'évidemment, il y a un peu de confidentialité, etc., sur ces questions-là. Mais voilà. En tout cas, je pense que la fiction, le design fiction en tant que tel, a de bonnes propriétés pour justement être capable de mobiliser les gens et puis faire appel à autre chose que la rationalité gestionnaire et primaire des interlocuteurs avec lesquels on travaille. Peut-être que c'est un bon truc. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai développé depuis maintenant petite dizaine d'années un dispositif pédagogique innovant, mais qui est applicable à la recherche aussi, en sciences de gestion, qui s'appelle le roman dont vous êtes le héros, qui consiste à faire écrire aux étudiants des romans dont vous êtes le héros, en équipe. Vous voyez bien l'intérêt de l'avoir de l'équipe, puisque si vous êtes en équipe, ça veut dire que vous allez forcément être plus à même à discuter de collectifs, par exemple. Et puis ça va vous permettre aussi de vous organiser. Donc déjà des éléments là-dessus. Alors pourquoi des romans dont vous êtes le héros? Est-ce que vous voyez ce que c'est que les romans dont vous êtes le héros? C'est des romans à choix que le lecteur va pouvoir emprunter, suivre, pour connaître la suite de l'histoire et aboutir peut-être à des issues différentes. Donc ça a beaucoup d'intérêt chez nous, puisqu'on parle d'action collective et on parle des effets de l'action collective. Et c'est intéressant de voir si on décide telle chose, quels sont les effets de cette décision, en tout cas de les imaginer. Ça permet de produire des nouvelles organisations, des organisations qui sont inédites, et en même temps qui sont inédites, mais qui sont fondées sur des organisations qui existent, évidemment, parce qu'on ne crée pas à partir de rien. Ça, je vous fais comme ça. D'aborder aussi de nouvelles formes de management, d'imaginer des dispositifs de management différents, inédits. Et puis, un avantage certain par rapport à plein de choses, c'est que vous pouvez tester autant que vous voulez les solutions que vous envisagez. Parce que c'est de la fiction et que c'est pas grave. C'est pour rire. D'accord ? Et donc, la question que je me pose, moi, aujourd'hui, et qui est un peu en conclusion de ce livre, c'est de savoir avec qui on pourrait imaginer le futur du management. Est-ce qu'on a intérêt à imaginer le futur du management avec des consultants, par exemple? Peut-être, mais peut-être pas seulement. Et résultat, moi j'invite à inventer le futur du management avec les showrunners de séries, parce qu'ils ont du temps pour raconter une histoire, les réalisateurs de films, parce qu'ils ont aussi une capacité à synthétiser, d'accord, les écrivains, même principe, capacité à créer des mondes imaginaires, mais aussi les game designers, par exemple. Okay. Et donc, il me semble que ce manuel est un support à la fois pour l'enseignement, mais aussi un support pour la recherche en management, parce qu'il donne les prémices de comment est-ce qu'on pourrait à la fois écrire de la fiction mieux, et donc de devenir, nous, en tant qu'enseignants-chercheurs, des conseillers scientifiques en management. Il existe des conseillers scientifiques, d'ailleurs, pour la Casa de Papel, ils ont embauché des conseillers scientifiques pour savoir comment on pouvait vulcaniser de l'or pour la 3e, 4e et 5e saison. D'accord ? Parce que 3e, 4e et 5e saison, ça se passe à la Banque d'Espagne. Globalement, vous n'avez pas besoin de la voir trop. Il y a pas peu de nouveautés.
parce qu'ils reprennent le même schéma, etc. Et d'ailleurs, ils reprennent aussi le même schéma, d'après ce que je sais, dans Berlin. Donc, intéressant. Et donc, depuis maintenant 1 an, eh bien, on a monté donc un colloque international qui s'appelle Management en série, dont la première saison s'est passée à l'université Gustave Eiffel, et dont la saison 2 se passera à l'université de Reims le 21 et 22 mars prochain. Et on s'intéresse à tout ça, à la fois à la fabrique des séries, à la manière dont le management peut traverser les séries et être utilisé pour l'enseignement, par exemple, du management, mais aussi la manière dont les séries peuvent nous parler du monde de demain et du management du futur. On a un enjeu, effectivement, à faire un appel aux réalisateurs ou aux showrunners pour faire de la recherche en management et en écrivant de la fiction. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, on peut faire du conseil scientifique en management à la création de fiction, ça c'est le premier point, mais ça peut nous amener aussi à imaginer des prototypes de dispositifs managériaux inédits et de les faire tourner, de voir un peu ce que ça pourrait se faire en action, quoi. Et donc d'amener finalement une analyse organisationnelle fine et puis une évaluation de ces résultats et de la performance de ces dispositifs. Voilà, donc je vais finir ma présentation par... voilà, alors là, j'aurais pu remplacer braquage par autre chose. Ouais, j'ai un boulot à te proposer. Imaginons le management, un management assez unique, voilà, pour l'avenir. Bon, on a plein de temps pour des questions, des débats. Qui souhaitent intervenir? Oui? Vous dites juste votre nom avant de poser la question ou de faire le commentaire. Merci, moi c'est Céline Mounier. En fait, j'aurais 2 questions. Qu'est-ce qui apparaît d'inédit en management finalement tout au long des séries? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, elle est, du coup, toi, professeur en management, qui dois observer, j'imagine, des situations innovantes de management dans l'exercice de ton métier, comment, toi et ta communauté sur les mêmes spécialités, peuvent justement nourrir les fabricants de fiction, dans le fond, pour amener peut-être des visions du management qui pourraient donner quelque part, pourquoi pas, de bons modèles. Enfin, voilà, quelque chose comme ça. Ouais, alors c'est une très bonne question. Enfin, les 2 très bonnes questions. La première, donc sur comment est-ce que la fiction... J'aurais dû prendre des notes, hein. Ça se vérifie toujours. Comment est-ce que je peux... alors, j'ai un peu répondu, hein, pour l'instant, ça n'existe pas les conseillers scientifiques en management pour écrire des fictions. C'est dommage, d'ailleurs. Ça n'existe pas, peut-être que ça va exister dans le futur. Voilà. On fait appel à des physiciens pour avoir des conseils en physique. Je sais que, par exemple, sur le film Interstellar de Christopher Nolan, ils avaient fait appel à des physiciens, des spécialistes de la physique quantique. Et bah oui, pourquoi pas, c'est super intéressant. Voilà, si on s'intéresse à des organisations et du management, pourquoi pas prendre des conseils scientifiques en management. Après, la question, c'est comment est-ce qu'on pourrait atteindre ces populations-là? Justement, c'est en faisant des colloques, comme je disais tout à l'heure, parce que dans le cadre de ce colloque, on a invité des réalisateurs. D'ailleurs, autre série très intéressante, de 2 séries, hein, OVNI, qui est une série qui est passée sur Canal+ il y a un moment, et que je vous conseille fortement. Surtout si vous vous intéressez à la méthode scientifique. Super intéressant ça, en termes de... parce qu'en fait, on parle de science dans cette série, et on parle de méthode scientifique, et c'est super intéressant, en fait. Voilà. Et c'est très drôle, en plus. Bon, ils ont certainement eu
Donc OVNI, pour ceux qui ne connaissent pas et qui n'ont pas vu la série, ça parle d'un service du CNES, donc du Centre national d'études spatiales, qui s'appelle le GEPAN et qui existe vraiment. Voilà. C'est pas seulement une fiction. Qui est un groupe. Dans la première partie de la question la première question de Céline, c'était sur, je parle sous contrôle de Céline, mais c'est dans la série. Ouais. Tu nous as évoqué, peut-être ce serait intéressant d'y revenir en détail sur certaines scènes typiques pour approfondir la présentation. Ouais. Mais, on a l'impression que c'est quand même des trucs assez convenus ou connus. C'est-à-dire que, en fait, quand on dit voilà, ça correspond à ça chez Mintzberg ou à ça chez Vague, c'est intéressant parce que ça donne une hauteur d'analyse. Mais est-ce que j'ai cru entendre dans la question de Céline, est-ce que dans la série, il y a des moments de management où tu t'es dit waouh, là, on n'avait jamais vu ça? Je pense qu'on a redécouvert des trucs. Par exemple, le management à distance, on l'a redécouvert, typiquement. Et comme tout se passe à distance, puisque le professeur est vraiment dans un hangar à proximité et il n'est pas du tout avec son équipe, quoi. Et il ne la rejoint qu'à la fin de la série, en fait. Et donc ça, c'est un point important. Je pense qu'on a redécouvert effectivement le management, ce que pouvait être le management à distance à un moment où ça devenait crucial, parce que c'est un truc qui existe depuis longtemps, finalement, le management à distance. Typiquement, ça peut être aussi... par exemple, si vous avez vu Apollo 13, par exemple, ça peut être aussi le moment où c'est aussi du management à distance, hein, soyons clairs. C'est le moment où, par exemple, ils sont vraiment dans la panade, ils sont obligés de construire un petit dispositif qui permet de recycler l'oxygène de la capsule pour arriver vivant sur Terre. Et ce moment-là, il se passe quelque chose sur Terre, à distance, et puis ils vont faire une sorte de mode opératoire, une prescription du travail. On voit bien qu'on a, dans l'histoire du management, et dans l'histoire des théories de management, on a déjà parlé de cette chose-là. Donc ça, c'est inédit. C'est pas d'inédit, c'est plutôt de la redécouverte. Après, il y a un truc qu'on a noté, par exemple, dans la Casa des Papel avec Marina Goguet, c'est cette capacité qu'ont les femmes de la série à présenter un management qui est un management qui passe pas par la force, une sorte de management de la vulnérabilité ou par la vulnérabilité. Dans la scène, donc ça se passe dans la 3e ou 4e saison. Il y a donc Raquel Murillo, qui est la commissaire, qui maintenant s'est ralliée aux braqueurs. Je spoil beaucoup là. Et donc, elle va sortir avec l'ensemble des femmes de braqueurs de la Banque d'Espagne à cette époque-là, va sortir pieds nus, sans armes, etc., pour aller apporter en fait des moyens de pression finalement non violents au sens propre du terme, et en étant complètement vulnérables. On aurait pu les effacer comme ça. Mais l'autre façon de faire. Ça, c'est à la fois, je dirais pas que c'est complètement inédit, mais c'est quelque chose qui permet d'approcher le management de manière un peu différente de ce qu'on voit d'habitude, c'est-à-dire en gros, voilà, pour manager, il faut avoir du pouvoir et de la force brute pour faire ces choses-là. Voilà. Ça, c'est un peu les étonnements. Après, moi, justement, je parlais de tout à l'heure Slow Horses, la série Apple TV, là, dont la 3e saison vient de s'achever sur Apple TV. Je conseille très bien cette série. Moi, ce qui m'a étonné dans cette série-là, c'est que c'est une équipe qui est dysfonctionnelle, qui est dirigée par un gars qui est complètement dysfonctionnel lui aussi, et pourtant ça fonctionne. Voilà. Donc, pourquoi ça fonctionne ? Ça pose des bonnes questions, en fait. Voilà. Je ne sais pas si ça répond au mieux à ta question. Je vais commencer par la deuxième. Rémi, puis madame. Oui, merci pour la présentation. Rémi Montargis, je suis doctorant à MLab, ici présent. J'avais une question sur ce que vous avez identifié à chaque fois dans l'ouvrage, ce qui était intéressant à mettre en place. Comment vous avez fait cette chose-là ? J'explique. Le manuel de gestion, il n'a pas ce que tous les manuels de gestion pourraient avoir. On va pas, par exemple, parler forcément de l'école des relations humaines ou des théories de la motivation, etc. Donc, j'imagine que ça... On en parle ? Ouais. En fait, je me suis posé la question de dire, est-ce qu'il y a un ensemble d'éléments qui correspondent à ce qu'on attend, veut qu'il y ait dans un manuel de gestion, que du coup, vous avez essayé d'identifier dans la série ?
Ou à l'inverse, vous avez plutôt regardé la série en disant ah bon bah ça m'a fait penser à moi ce que je connais des manuels de gestion. Je dirais un peu des deux. En fait, le travail que j'ai fait, c'est d'abord de voir la série dans son intégralité une première fois, en prenant des notes, et encore pas vraiment tout le temps des notes. Et puis après, quand on m'a dit bon bah maintenant il faut transformer l'essai, là il a fallu que je sois un peu plus spécifique. Et il y a plein de choses que j'ai découvert après, en fait, que je n'avais pas trouvé au départ. Donc en gros, ça c'est plutôt intéressant. Et en particulier sur par exemple, je parle à un moment donné de biais cognitifs, etc. Kahneman et Tversky par exemple. Et ben ça, c'est des choses qui sont venues avec le bouquin, en fait, avec l'écriture du bouquin. Parce qu'il y a un moment donné où je me suis dit, c'est bête de ne pas parler de ça, parce qu'il y a justement dans la façon d'énoncer les cadrages au sens de Goffman, et puis certaines situations, et ben ça m'a fait penser à ça. Donc je dirais qu'il y a vraiment des allers-retours dans le travail, en fait, entre la fiction, l'objet de fiction, et puis l'écriture ou le décryptage des notions et des concepts de management dans le bouquin. Je dirais que c'est une chose, c'est un peu comme de la recherche inductive, en fait. On part du terrain. Le terrain, c'est le matériau de fiction. Et puis après, on va vraiment en extraire à la fois des choses qu'on n'attendait pas nécessairement, et en même temps aussi, peut-être aussi des choses qu'on attendait, évidemment, et retrouver des schémas ou des modèles de management particuliers. J'ai fait ce travail-là sur 2 autres séries. Une série qui s'appelle 3615 Monique, qui est intéressant d'ailleurs pour le management de l'innovation. Comme ça, il s'agit de l'histoire de 3 étudiants qui montent un service de Minitel Rose. Voilà. Je ne vous en dis pas plus, c'est super intéressant. Donc ça permet de retraverser à la fois l'histoire de ce que c'est que le Minitel, par exemple, et donc la généalogie d'une invention et d'une innovation. Et puis en même temps, ça permet de travailler sur ce que c'est que l'entrepreneuriat étudiant, ce que ça suppose, l'entrepreneuriat suppose, etc. Voilà, donc, plein de trucs comme ça. Et la deuxième série sur laquelle j'ai bossé de manière précise, c'est la série L'Opéra, qui est une série OCS aussi, qui raconte l'histoire qui se passe à l'Opéra de Paris, évidemment, dans le domaine de la danse, en fait. On a donc la direction de la danse, etc., avec des transformations organisationnelles qui sont imposées. Ouais. Je ne sais pas si j'ai répondu complètement. Ouais, complètement, mais du coup, c'était pour compléter. J'ai bien compris, du coup, c'était à l'air-retour de dire, bon, bah, ok, au départ, je vois ce que je remarque de la série, puis ensuite, quand j'écris le bouquin, peut-être qu'il y a des choses nouvelles qui me viennent. Du coup, ça veut dire que vous avez pris des exemples de manuels de gestion déjà existants. Comment vous avez fait cet aller-retour, en fait? C'est quoi vos inspirations? Parce que j'imagine qu'il y a plein de choses que la série doit aussi mentionner, qu'on a juste, peut-être nous, pas pensé, et qui pourraient exister, et qu'un autre regard nous permettrait de voir des nouvelles illustrations. Mais à un moment, il a fallu... Oui, il a fallu clore. Du coup, je voulais juste savoir, c'est quoi vos inspirations qui vous ont permis d'identifier les éléments à mettre ou non dans le bouquin? Ouais. Je vois très bien la question. Merci pour cette question. Alors, premièrement, moi j'enseigne la théorie des organisations et le management stratégique. Il y a moins de management stratégique dans ce bouquin-là, mais comme j'enseigne depuis longtemps, j'ai plein de références, effectivement. Minsberg en est une, Weick en est une autre, Goffman en est une autre. Donc oui, évidemment, j'ai été pioché dans des trucs que je connaissais, évidemment. Puis ça forme l'esprit, hein. C'est comme ça, on a un regard particulier sur la discipline, et puis là aussi la manière de l'enseigner. Je dirais que l'influence de ces auteurs, par exemple, si on prend Weick, tout simplement, ça a été de dire que on allait construire le sens par l'action, et donc ça donnait un bon prétexte pour dire comment les acteurs et les protagonistes de la série, ils construisent le sens dans l'action à ce moment-là. A contrario, dans mes travaux de recherche, moi je montre un peu les limites justement du processus de sense making, qui en fait pose plein de questions sur est-ce qu'on a besoin de construire un sens partagé ou pas, toujours besoin de construire un sens partagé. Et ça, je ne l'ai pas retrouvé, mais en même temps, je le trouve bien aussi dans le bouquin. Donc ça, c'est ça qui fait quoi. L'inspiration, elle est vraiment
elle est vraiment duale, quoi. Et à la fois, elle va puiser dans les textes qui existent. C'est pour ça que je dis que c'est un manuel, mais en même temps, on y met aussi de ce qu'on est en recherche, quoi, dans le manuel. Donc il y a aussi des choses nouvelles dedans, il me semble. Juste pour prolonger un instant, on pourrait imaginer qu'en regardant la série, on trouve encore d'autres choses et que même à la limite, en mode participation ouverte, il pourrait y avoir, peut-être tu as déjà eu des messages de gens qui disaient « Oui, mais moi j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça ». Et comme tu le dis, suivant les lectures qu'on fait, on peut avoir envie de revenir à une scène ou à un moment de la série. Petit exemple perso, hier en reparcourant le bouquin de Barnard de 1938, The Function of the Executive, pour y chercher une citation, j'en trouve une autre qui dit que le leadership a à voir avec une forme de créativité morale. Wow, c'est pas mal pour la Casa de Papel, ça. D'accord ? Bon, donc, il y a moyen d'y revenir, de sorte qu'il y ait un premier niveau qui soit une application assez pédagogique, en fin de compte, de schémas relativement connus. Mais peut-être que la série et nous, ensemble, on en a sous le pied pour monter le niveau, en quelque sorte, de finesse sur certains moments. Ouais. Puisque tu parlais d'éthique, tu parlais aussi du professeur qui fait un peu, dans le jargon des consultants, on dit game changer, quand il sort de son bunker pour aller casser la vitre et parler. Quelque part, en leadership, on fait ça aussi. Et donc, voilà, on peut pousser le truc un peu plus loin, si on veut, peut-être. Ouais, je suis complètement d'accord. Et je pense que, en fait, j'ai déjà fait l'exercice. Je le fais avec mes étudiants. Je leur dis, bah voilà, on va faire, peut-être pas sur la Casa de Papel, parce que c'est presque un peu trop simple pour eux, et puis ils vont être complètement coincés par le bouquin, parce qu'évidemment, il y a quand même beaucoup de choses comme ça, mais je le fais sur des films, parce que c'est plus court. Je fais des études de cas de fiction en cours, en collectif, et ça marche hyper bien. C'est un vrai truc, et puis il y a plein de choses que eux voient. Par exemple, je leur passe Network, je ne sais pas si vous connaissez ce film, c'est un film de Sidney Lumet, qui raconte l'histoire d'une chaîne de télévision qui met en œuvre en fait les premières formes de réalité, de comment on appelle ça, de télé-réalité, voilà. Et en fait, c'est génial parce qu'à chaque fois que je lis les travaux des étudiants, ils ont vu des trucs que j'ai pas vus en fait, moi à la première lecture. Donc ça c'est super. Ouais. Je pense que le collectif il est super fort là-dessus. J'avais l'ambition, avec le bouquin, mais ils n'avaient pas trop le support et le moyen technique de le faire, et puis non plus la force de frappe, d'animer une sorte de blog autour de ça pour faire remonter les choses. Et en fait, ça ne s'est pas fait, mais j'aimerais bien faire un truc comme ça. Ouais. Ça serait dans le super. cours d'histoire de management, du management que les étudiants présents ont avec moi, cette année, je leur ai demandé d'écrire des scènes de management dans l'entreprise de 2040. Voilà, donc on est un peu dans cet esprit aussi, peut-être qu'ils pourront témoigner des liens qu'ils font peut-être avec ce que tu racontais. Madame. Katie Le Cardinal, je travaille chez Orange. On a monté une entité qui s'appelle New Way of Working et on travaille justement sur les nouvelles approches managériales et culturelles. Et on utilise beaucoup la fiction dans la communication pour aider les managers à se transposer effectivement dans des situations. Il y a une pratique qui me paraît intéressante, qu'on utilise beaucoup avec nos managers, c'est imagine le futur, la rétrospective sur le futur. C'est le management agile. Et est-ce que vous avez des exemples remarquables ou remarqués dans des séries de management agile réussi ou en échec ? Bah, ouais, dans la Casa de Papel, il y en a partout, du management agile, parce que à la fois les jalons sont pas donnés, parce que voilà, il y a des jalons qui sont donnés et puis d'autres qui sont pas donnés. Il y a des fois, il y a des réactions que le professeur qui a quand même tout anticipé, il n'a pas anticipé quand même, il n'a pas tout anticipé. Typiquement, ce que je racontais tout à l'heure à propos de l'empreinte digitale dans la voiture. Donc oui, c'est une bonne illustration. Par contre, je ne suis pas sûr que dans le cadre peut-être d'entreprise, etc., si vous n'avez pas vu toute la série, c'est difficile de se faire une idée de ce que c'est que le management agile sur la distance, en fait. Donc peut-être qu'il faut peut-être s'intéresser à plus des œuvres de fiction qui soient plus resserrées, en fait. Voilà. Je ne sais pas, pour une petite suggestion pour faire cette chose-là, mais ouais, le management
management agile dans les organisations, enfin dans les séries, il y en a un peu tout le temps. Je dirais que sur certaines thématiques, il y en a même plus que d'autres de cette manière-là. Les films d'espionnage, par exemple, ou les séries d'espionnage, ça peut. Je risque un petit complément. Vas-y. Dans des séries comme ça, les choses sont tellement optimisées et anticipées dans le détail et remettables en cause instantanément qu'on est sur une espèce d'hyper-agilité, qui est une caricature de l'agile dans ce qu'elle a d'irréaliste, mais en même temps de poussé à l'extrême et donc lisible à travers le vocabulaire des approches agiles. Donc le backlog, le product owner et tous ces trucs, on peut, si on veut, s'amuser à plaquer ça pour le qualifier, mais ce n'est pas intéressant de le qualifier si c'est juste la même chose. C'est intéressant de le qualifier si on regarde comment un excès d'agilité devient irréaliste, ce qui arrive aussi dans les organisations, à partir du moment où, dans ces séries-là, comme dans James Bond, comme dans plein de choses, ou dans X-Men, le gars qui à chaque instant a tous les futurs possibles, ça c'est plutôt dans Men in Black, et qui a tout prévu dans le détail, ça n'existe pas, c'est pas vrai. Et deuxièmement, dans Tintin comme dans James Bond, normalement la deuxième image, il est mort dans la vraie vie. Donc voilà, donc sur l'agilité, je pense qu'on peut à la fois partir des méthodes agiles telles qu'on les connaît, mais reformuler la question, y compris sur l'agilité elle-même, en dépassant le simple, entre guillemets, plaquage du vocabulaire de l'agile. Et là, on a un vecteur et pédagogique et de recherche et de management dans les organisations potentiellement assez puissant. Mais encore faut-il à la fois connaître les outils et avoir la prétention d'être un petit peu plus malin que les outils, au sens du genre de surplomb qu'on évoque là, me semble-t-il. Oui, je souscris tout à fait à ce que tu viens de dire. Et je dirais même que dans la scène qui est sur le schéma, qui est une des scènes un peu emblématiques de la série, où en gros les policiers fomentent un piège pour essayer de piéger le professeur. Donc en gros le piège, c'est il y a un policier qui mène l'enquête et qui a eu un accident de voiture et qui est donc entre la vie et la mort à l'hôpital, et donc les policiers font fuiter dans la presse que le policier est mort. Et donc, lui, il dit c'est pour me sortir de ma tanière. Il anticipe bien ça. Et donc, résultat, il va se débrouiller pour avoir la preuve en fait, que c'est bien un piège. Et il dit, d'ailleurs, dans la pièce, donc c'est vraiment de l'extrême agilité. Il dit oui, bon, c'est à 98% de chance un piège. Mais bon, est-ce qu'on peut compter sur le fait que les 2% restants sont quand même pas. Et si c'était pas un piège, quoi. Voilà, donc bon. Emmanuel Salah, je suis un ancien étudiant à Dauphine et j'ai adoré votre présentation parce que ça en fait apporte un côté ludique qui nous éloigne un peu des cours, alors pas ceux de Dauphine, non, mais enfin qui sont un peu rébarbatifs sur le sujet. Et c'est en fait un lien qu'on trouve pas souvent et qui est très instructif à travers votre présentation. Sauf peut-être alors sur un point, mais vous y avez répondu un peu, en sachant que dans ce projet de braquage, il y a à l'origine une élaboration du projet, en fait. En entreprise, on appellerait ça une stratégie. Et alors, vous avez dit qu'il n'y avait pas le côté management stratégique, ce qui est un peu dommage parce que ça. C'est pas tout à fait le cas. En fait. C'est pas tout à fait le cas. C'est juste que c'est pas un manuel de management stratégique. Soyons clairs, c'est pas ça. C'est pas mon projet au départ, et ça ne l'est toujours pas aujourd'hui. Voilà. J'en écrirai peut-être un autre, mais non. Je parle justement de la conception du projet. Dans cette chose-là, et la stratégie, elle est elle-même explicitée, mais c'est pas le propos du bouquin. Voilà, c'est une petite ajustement par rapport à ça. C'est juste, voilà, si vous attendiez à avoir en fait une analyse des stratégies au sens du management stratégique, et ben c'est pas ça qu'il y a dans le bouquin. Voilà. J'aurais pu, mais c'était pas l'objet. Ouais.
typiquement, ça renvoie à la question ou à la remarque de Rémi à l'instant. C'est juste, voilà, on fait aussi avec ce qu'on a. Et puis moi, mon besoin à un moment donné, c'était aussi de formaliser un truc utile pour mes cours, hein, soyons clairs. J'enseigne aussi le management stratégique, mais voilà, ça me paraissait pas être le meilleur. Pour le management stratégique, je vous indique une autre série qui, elle, pour le coup, est un manuel aussi de management stratégique avec tous les parties, là, tout ce qu'il faut, du diagnostic jusqu'à la mise en œuvre. C'est Peaky Blinders. Voilà. Si vous avez envie de faire ça, vous pouvez écrire un bouquin. Non, je vous donne pas le. Voilà, mais c'est un projet, ouais. Chez les étudiants, des réactions, des questions, des comparaisons, ceux qui ont vu la série, ceux qui l'ont pas vue. J'entendais que ça réagissait sur la dernière série que tu as citée. Peaky Blinders, ouais, ça. Ouais. Bon, on peut le faire aussi en mode organisation, hein, ça marche aussi. Management, ça marche aussi. Rémi a encore une question. Oui, j'avais une question sur plutôt sur le fait d'utiliser la fiction dans la recherche. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est... Je peux me tromper, mais du coup, j'aurais aimé avoir votre retour là-dessus. Il y a quelque chose qui est compliqué dans le fait d'utiliser la fiction dans la recherche en management, pour nous, chercheurs. C'est qu'on est tout le temps dans un paradoxe entre une approche un peu déductive et une approche un peu inductive, dans l'idée où quand on regarde la fiction, on a envie de montrer que la fiction illustre des choses qu'on connaît déjà du management, mais en même temps, on a aussi envie de regarder la fiction comme des choses qui peuvent apporter des nouveaux éléments dans le management. Et je trouve ça très compliqué de dissocier ces deux choses-là, ce qui du coup vient limiter l'induction parce qu'on va se conditionner que à ce qu'on va arriver à, enfin, ce qu'on connaît déjà du management et qu'on va retrouver dans la fiction, ou l'inverse, sortir des éléments qui en fait vont pas nous intéresser nous d'un point de vue théorique. Comment on gère un peu cet arbitrage entre les deux? Alors je dirais qu'on le gère par le collectif, parce que le collectif il a cet avantage de pouvoir étendre les champs de connaissances, les champs de savoir en fait, comme ça. Et puis aussi, c'est comme ça qu'on a toujours une vision différente. Et puis ça va avec ce que ça dit sur la création d'une œuvre d'art. Joseph Beuys disait que, en gros, la fin de l'œuvre d'art, c'était le récepteur en fait, enfin, le spectateur de l'œuvre d'art qui allait le faire ça. Alors après, de là à dire que la Casa de Papel c'est de l'art ou autre chose, j'en sais rien. Mais en tout cas, on a tous une lecture qui est différente, même si l'image a tendance à bien écraser les représentations, hein, soyons clairs. Voilà. C'est pour ça que peut-être que l'écrit est peut-être plus porteur de... c'est pour ça que je dis plutôt écrire de la fiction, quoi. Typiquement, je crois plutôt ça pour faire ces choses-là. Et je pense que l'écriture de la fiction, plus que dans la lecture ou dans le visionnage d'œuvres de fiction, ou regarde... ça va être plus propice à créer quelque chose, quoi. Enfin, à être plus en avance de phase sur le mode inductif en fait, sur le management. C'est super intéressant ce que vous dites, monsieur. Alors, vous êtes dans une problématique de recherche. Nous, en entreprise, on est dans une problématique pragmatique et d'efficacité. Moi, j'ai noté une chose au début. Vous avez dit que dans le management, il y avait une part très importante à construire le sens. Un des objectifs du manager, c'est de construire le sens. Et plus il est haut dans la hiérarchie, plus il a besoin de construire le sens. Nous, notre problématique aujourd'hui, c'est à la fois de construire le sens sur le côté stratégique, mais c'est aussi de le partager. Et sur le partager, il y a la communication. Et dans cette communication, il y a apprendre à construire la fiction de l'entreprise et de la rendre crédible. C'est tout ce qui est aspect storytelling. D'ailleurs, on travaille avec un master ici, qui est le master 202, qui fait pour nous qui travaille aujourd'hui sur un projet d'innovation pour nous aider à rendre les managers plus perméables à la conduite du changement et plus aptes à conduire le changement, et construire la fiction en fait partie. Donc, ma question là-dessus, c'est OK, utiliser les séries pour analyser, comprendre et s'éclairer. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut envisager d'utiliser la fonction dans sa fonction de manager pour partager le sens ? Alors,
Je dirais oui, mais c'est une vision assez descendante finalement du management que vous exprimez là. À mon sens, si on, enfin, je travaille un peu évidemment en management des transformations, mais à mon sens, enfin voilà, les transformations, si elles sont pas, si le sens il n'est pas fait aussi dans les premiers niveaux d'encadrement, même au niveau opérationnel, il n'y a aucune chance que le changement ait lieu, en fait, hein, globalement. Enfin, on l'a montré à plusieurs reprises, c'est un peu basique, etc. Ouais, mais la question de la communication, c'est au lieu d'imaginer que ce soit les cadres qui communiquent, pourquoi on ne fait pas communiquer les opérationnels, voilà. Ouais. Sur notre transfo culturel, on s'est rendu compte que vous étiez très perméable à TikTok. Donc on a utilisé les codes de TikTok pour la com interne avec un influenceur TikTok et les mots des TikTokers. On a aussi utilisé la série, par exemple, Bref, pour décrire des contextes managériaux où il y a besoin de faire autrement. Donc c'est simplement c'est ce que Steve Jobs appelait la connexion émotionnelle. C'est créer en fait une familiarité et en même temps une appétence à se transposer. Ce que je comprends pas bien, c'est les communications, elles sont créées par les opérationnels ou pas? Elles sont créées en mode collaboratif. Collaboratif, d'accord. Oui, en incluant des collaborateurs. Est-ce que c'est mieux ou moins bien que... Oui. Okay, on a en tout cas... c'est ce que vous disiez que la série était transgénérationnelle et intéressait tous les publics. Ouais. Et ce mode de communication, on se rend compte que autant boomer que finalement nouvelle génération y adhèrent plus facilement. Et on va aller vraiment vers ces codes-là de transposition et de storytelling très rapides. Oui, alors très rapide ou très long, parce que les séries, vous voyez La Casa des Papel, rien que sur les 5 saisons en question, oui. Il doit y avoir 20... Après, sur les communications, 35 sur les 37, communications managériales, voilà. On est plus proche de l'attention du poisson rouge. Donc, qu'en tout cas, qu'un collaborateur est prêt à donner... Non, mais je pense que la question est plutôt dans la sérialité, en fait. Ouais. C'est plutôt cet aspect-là qui est intéressant. La série telle que La Casa des Papel, c'est des séries où les épisodes font entre 40 minutes et 1 heure, en gros. C'est clair qu'on n'est pas dans la temporalité qui nous intéresse. Par contre, ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que je mets en série, en fait, la communication. Ça, c'est plutôt... et comment est-ce qu'on crée c'est comme ça, j'ai des étudiants qui ont travaillé sur cette question-là, comment finalement le management des services était capable de mettre en série, de faire des cliffhangers entre des dispositifs voilà, quels sont les dispositifs pour faire ça, cliffhanger et autres dispositifs, par exemple. J'ai oublié le terme, c'est pas grave, ça me reviendra. Voilà. L'exemple est même. Mini complément, et je passe la parole à Nicolas. Vous posez la question plus généralement en communication de c'est quoi l'onde porteuse et c'est quoi le message, d'accord ? Et dans la postface que Mathias m'a fait l'honneur de me demander d'écrire pour le livre, je cite la préface d'Umberto Eco au livre de David Lodge, Un tout petit monde, où Umberto Eco dit « Le roman a d'excellentes propriétés pour faire passer des messages ». Pour le dire autrement, un bon raconting vaut mieux qu'un mauvais reporting. Eco dit « Que croyez-vous savoir sur le monde ouvrier de la fin du 19e, si ce n'est d'avoir lu Zola ?» et ce genre de choses. Et vous parlez de TikTok, je peux vous dire que les étudiants qui sont là, par exemple, si vous communiquez sur TikTok comme vous dites, ils vont peut-être plus vous lire parce que c'est TikTok, mais ils vont peut-être pas plus vous croire. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, je comprends bien. Je comprends bien. C'est ça. J'entends bien. Ce que je veux dire, c'est que vous allez rendre le message plus accessible. Il va mieux se diffuser. Pour autant, est-ce qu'il va être crédible ? Vous voyez, ça, c'est un autre point. Hein, mais puisqu'on parlait d'ondes porteuses et de modulation de fréquence, voilà, nous, on partage une petite méfiance sur de la com un peu trop corporate et un peu trop voix de 100 mètres. Mais c'est pas ce que vous avez dit. C'est juste... voilà. Si on veut utiliser une série pour faire passer des messages, il faut arriver à le faire avec la finesse requise.
Et après, évidemment, la brièveté peut être un avantage ou un inconvénient. Ouais, je dirais juste que, en fait, oui, c'est ça, c'est une question de forme quand même. Le format est important, mais il n'est pas unique. Et en fait, ce qu'il faut trouver dans la forme, c'est ce qui va servir à la crédibilité du message. Et juste un point justement sur le roman dont vous êtes le héros, l'une des instructions que je donne aux étudiants, c'est je m'en fous que ça soit vrai, je veux que ça soit plausible. D'accord ? La plausibilité, c'est un point super important. Et en fait, la plausibilité, les étudiants, ils ne savent pas trop ce que c'est. C'est juste la caractéristique d'y croire. Typiquement, du point de vue de la physique, Star Wars, c'est quand même complètement foutraque. Hein, il n'y a pas de bruit dans l'espace, etc. Par contre, ce que ça raconte des organisations politiques, par exemple, eh ben, ça, c'est plausible. On y croit. Voilà. Et je me demande si le côté forme ne doit pas ajouter dans le fond en fait cette notion de plausibilité et qui rendrait crédible justement le message. Voilà. Oui, bonjour, merci pour la présentation. J'avais une question sur le retour de vos étudiants. Votre nom. Oui, Nicolas Canoui, je suis étudiant en master Mino. Et je me demandais le retour de vos étudiants lorsque vous avez décidé d'implémenter de la fiction dans vos cours. Alors, je vais faire l'histoire en fait. Au début, moi je faisais un cours d'amphi. Un cours d'amphi, je ne sais pas si vous avez été trop dans le cours d'amphi à Dauphine. Il n'y en a pas trop, il y en a quelques-uns, mais un cours d'amphi, c'est quoi ? C'est un show en fait. Donc à un moment donné, moi je devais enseigner l'histoire de la pensée managériale et comment faire passer ça aux étudiants qui en ont pas grand-chose à faire globalement. Et ben voilà, donc j'ai commencé à mettre des extraits de films, des extraits je parlais de BD, je parlais de romans, mais c'était moins facile évidemment, mais de BD, de films, de séries, et donc ça c'est le début. Et puis après, j'ai arrêté de faire des cours d'amphi parce que j'enseigne plus qu'en master et donc on a des petits effectifs, donc ça c'est plutôt cool. Mais j'ai continué à utiliser la fiction dans cette manière-là. Puis, en cours de management stratégique, par exemple, pendant longtemps, je faisais des jeux de rôle. Donc, par exemple, je disais, toi, tu joues le rôle d'un cabinet de conseil en stratégie, toi, tu joues le rôle de la direction générale, toi, tu joues le rôle... Puis tout l'ensemble des étudiants, ils jouaient le rôle de l'Assemblée générale des actionnaires. Bon, c'est super cool, ça marche hyper bien, mais c'est très lassant, et puis en plus, on n'apprend pas grand-chose. Et donc, l'articulation, en fait, elle s'est faite au moment où je me suis dit, en fait, le problème, c'est que les étudiants, ils expérimentent pas, ils agissent pas. Ils n'ont pas touché du doigt concrètement ce que c'est que comme ça. Alors, bien sûr, ils sont tous en apprentissage, là, mes étudiants. Donc, en général, ils touchent du doigt un certain nombre de problématiques managériales. C'est sûr, ils ont à avoir à faire ça. Alors, mais ça ne suffit pas parce que le contexte, il est unique. Pour un étudiant, il est unique. Parce qu'ils sont dans un service particulier, ils vont adresser des questions qui sont elles aussi assez limitées en termes d'envergure. Et que l'idée quand même du cours de management ou d'organisation ou de management stratégique, c'est d'avoir un peu une culture de ce que c'est que le management dans son ensemble. Et j'avais pas donc ce truc-là. Bien sûr, je pouvais leur faire des études de cas. J'en ai parlé tout à l'heure. Mais les études de cas, c'est un cas. C'est pas comme ça. Donc, même si tu fais 3 études de cas dans un cours, t'as vu que 3 cas, quoi. Comment est-ce que je fais pour faire en sorte pour que les étudiants ils aient accès à une variété très grande, immense finalement, de situations ? Déjà, il faut les faire rentrer dans le temps long. Donc, résultat, écriture d'un roman. Faut que le format, c'est il faut que chaque étudiant ait écrit entre 10 et 15 pages. D'accord ? J'ai mis une borne sup parce qu'à un moment donné, je me retrouvais avec des romans qui faisaient plus de 200 pages et que comme j'en avais beaucoup à corriger, évidemment, c'était compliqué. Voilà. Mais voilà, donc ça c'est le premier point. Donc rentrer dans le temps long, assurer sur la plausibilité, ce que je disais tout à l'heure. Et troisième élément, quand tu écris de la fiction, en fait, tu mets en action. Pour de faux, tu joues. En fait, les dispositifs, les conceptions et les notions que tu imagines. Et donc, c'est vachement bien. C'est indolore, parce que globalement, tu risques pas de faire planter la boîte dans lequel que tu fais. Bon, finalement, si tu fais une étude de cas, ça te risque pas de faire comme ça. Tu vas avoir une variété de situations, parce que dans une histoire au temps long,
tu vas pas seulement voir une situation, tu vas voir plein de situations différentes. Et enfin, tu vas être en posture de créer des choses qui sont un peu originales par rapport à ce que tu connais. Et c'est pour ça, la deuxième consigne que je donne aux étudiants, c'est d'écrire de la fiction dans un environnement qui n'est pas trop proche d'eux. Donc j'aime pas qu'ils racontent l'histoire d'étudiants dans la formation où ils sont. Je les déplace en fait. C'est bien. Je sais pas si ça répond à votre question. Merci. Oui, j'avais une question sur un exemple que vous avez pris dans l'ouvrage, qui est, pour moi, pose les questions des limites de la fiction pour penser des choses innovantes, mais je peux me tromper aussi. C'est sur le management au féminin. Est-ce que le management qu'au féminin qu'on voit dans la série, que vous identifiez comme un management moins violent, par exemple, que ce a été celui de Berlin ou autre homme de la série, est-ce que c'est véritablement une représentation de ce qu'est le management féminin, ou est-ce que c'est une représentation patriarcale de ce qu'est le management féminin et ce qu'est le management masculin? Et du coup, comment utiliser ici la fiction pour penser des nouvelles formes de management, est-ce que en fait ça ne vient pas simplement nous amener des représentations ici patriarcales de nouvelles choses? Et du coup, là-dessus, j'aurais une deuxième question qui est une ouverture, c'est est-ce que vous avez des exemples de séries qui viendraient innover totalement vis-à-vis du management et casser par exemple des principes qui sont exprimés dès le début de votre ouvrage sur le fait qu'il y ait soit hiérarchie ou par exemple division du travail, des séries qui pourraient penser à un management sans hiérarchie et division du travail? Je pense qu'il y a un vrai a priori sur la partie femme. Ma génération, les femmes managers sont des warriors. Pardon, hein, mais elles ont été, pour certaines, courtisanes. Et là, c'est un a priori qui est assez moche et pas éthique. Mais pour d'autres, elles ont dû se montrer plus violentes, plus fortes que certains hommes. Donc, y voir un côté maternant, certes, je pense qu'on va être plus concerné, plus empathique, mais ma génération, les femmes au pouvoir sont des warriors. Et j'en veux une série que je vous invite à regarder, qui s'appelle Viking, où on peut voir que la femme manager n'a rien d'une nurse. Non, bien sûr. Non, je souscris, c'est un peu la limite de la Casa de Papel sur ce sujet-là. Je pense que ça a la bonne propriété de donner la première idée, en fait. Voilà, je dirais que ça n'a pas plus de propriété que ça. C'est pour ça que je dis, c'est bien d'étudier des fictions comme ça, de manière longitudinale, comme je l'ai fait, etc. Mais ça ne suffit pas pour faire de la recherche, à mon avis. Là où se situe la recherche et vraiment l'avancée nécessaire, c'est dans l'écriture. Voilà. Il faut vraiment, je sais pas, moi je me dis, ce serait cool qu'on écrive en collectif un roman de recherche, quoi, sur un sujet particulier. Je pense qu'on serait capable de le faire. Je pense que ça serait super intéressant aussi. Mais ouais, moi je suis assez d'accord avec ça. C'est que ça a la vertu de révéler ou de pointer le doigt sur une problématique, mais pas forcément d'aller beaucoup plus loin. Je connais pas vraiment de série qui pourrait donner un éclairage pour répondre à cette question globale sur des choses nouvelles. Il y a un truc qui est très intéressant sur lequel d'autres étudiants ont travaillé, c'est de travailler sur la manière dont l'entrepreneuriat et les startups sont représentés dans les séries télé. Il y a beaucoup d'histoires d'entreprises, que ce soit l'histoire d'Uber, l'histoire de WeWork, l'histoire de Spotify, par exemple. Une série super intéressante, en plus tournée dans le mode dogme des Scandinaves, là, avec en fait finalement un seul couloir où on vient accéder à l'ensemble des entreprises et des parties prenantes de l'histoire.
avec aussi un mode de narration qui est comme à la Rashomon, hein, où on va avoir un épisode par protagoniste en fait. Ouais, ça dit plein de choses sur la façon dont on voit l'entrepreneuriat et les startups en fait, et ça dit plein de choses aussi sur la manière dont on peut critiquer ce système-là, ou cet attrait pour ces formes d'organisation-là. Parce qu'il y en a qui sont critiques, évidemment. Maintenant, de là à dire ça donne des pistes pour pouvoir construire les startups du futur, je ne crois pas en fait. Je crois pas. Juste à défaut de pouvoir dire éviter les écueils de l'un ou l'autre. Voilà. Sur la question de la place des femmes, il n'y a pas de raison que ce soit moins caricatural que le reste. Exactement. Dans la série. D'accord ? Et par ailleurs, ce que tu appelles plausibilité inclut un accord sur des représentations sociales, fussent-elles inégalitaires, décalées, etc. On peut considérer comme crédible la place de la une ou deux, je ne sais plus, il y a combien de femmes dans l'équipe ? Ouais, il y en a. Au départ, il y en a 2. Ouais, il y en a 2, puis finalement 3 ou 4. Enfin, voilà. Donc ça peut être plausible parce que ça représente les inégalités acceptées, tu vois ce que je veux dire. L'autre chose, en complément, mes étudiants cette année ont donc écrit des scènes de management dans l'entreprise de 2040. Il y a 2 ans, c'était une nouvelle de science-fiction en management. Et c'est intéressant de voir comment eux vont projeter des choses en écrivant ça. Je donne 2 courts exemples. Il y a 2 ans, une nouvelle de science-fiction mettait en scène un personnage IEL. D'accord. Il y avait quand même dans plus de la moitié des productions des IA partout. Et cette année, par exemple, il y a une des scènes de management où quelqu'un est recruté dans une entreprise et est très choqué des questions un peu intimes qu'on pose. Et puis finalement, par rapport aux avantages que ça procure après, parce que c'est une IA qui va optimiser la dose de télétravail, de ci, de ça, et des réunions, etc., il dit finalement c'est cool. Donc là, on met le doigt sur un problème très très contemporain, sur l'acceptabilité de la prise de contrôle par des IA, mais toute forme d'autorité à laquelle on accepterait de déléguer une partie des libertés qu'on peut avoir. Voilà, donc en termes pour revenir à ce que tu disais sur la production par rapport au management, moi, quand je lis ces productions-là, j'y vois aussi un indice de la façon dont ces personnes-là projettent des choses sur un avenir managérial rose ou noir, hein, ou entre les deux, ou grisâtre ou rosâtre. Et c'est là que c'est intéressant, me semble-t-il. Ouais, complètement d'accord. Et d'ailleurs, il y a des séries à ce sujet-là qui traitent bien de cette question-là. Je pense à Sévrance, par exemple. Je ne sais pas si vous avez vu cette série Apple TV, qui est une série où, en gros, on imagine que l'entreprise qui vous embauche vous implante une puce dans la tête pour que vous ne pensiez qu'au boulot lorsque vous êtes au boulot. Dissocié, d'accord, et que vous ne souveniez évidemment rien de ce que vous avez fait au boulot lorsque vous êtes là. Sévrance. Donc ça, c'est le premier point. Donc ça, c'est à la fois glaçant et en même temps, ça permet de réfléchir sur l'avenir du travail aussi, savoir ce que c'est que l'assujettissement au travail, voilà, la soumission au travail. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas aussi blanc et noir que ça a l'air d'y paraître. Et voilà, on attend la saison 2 avec impatience ou pas impatience d'ailleurs, parce que c'est tellement glaçant que ça en est très perturbant. Et je pensais à la question de la science-fiction. Est-ce que je pose une question à Albert, mais est-ce que la question, les instructions, c'est imaginer le travail ou une scène de management à l'horizon 2040. Est-ce que c'est la même chose que d'écrire de la science-fiction sur le management en 2040 quand tu le poses de cette façon-là ou dans l'autre, voilà, en termes de consigne? Oui, on pourra discuter dans le détail sur le côté pédagogique, la consigne qu'ils ont. Au niveau des résultats, finalement, que tu obtiens ou pas? C'est un peu différent. Scène de management, ça peut être une multitude de scénettes différentes. Ça peut être un fil conducteur avec une succession de scènes, jour 1, jour 2, jour 3. Donc ça se recoupe pas mal. Enfin, cette promo-là, ils ont eu scène de management dans l'entreprise de 2040. Non, mais dans les 2 cas, il y a obligation d'aller rediscuter ou d'écrire les fondamentaux du management qui sont mis en scène dans ces productions. Donc il y a une combinaison de... spontanément, on écrit quelque chose, mais après, on l'analyse. Un peu comme ce que tu montres ici. Il y a des gens qui ont écrit la série et toi, tu l'analyses. Bon, sauf qu'eux, ils font les deux. Et où il peut arriver que certaines choses que je dis en cours donnent des idées pour de la mise en scène.
Et là, on retrouverait la partie qui a été abordée un petit peu plus tard sur comment nous, on produirait des choses comme ça, ou que serait le conseiller scientifique en management dans des séries comme ça. Ouais, juste pour... Un petit mot de la fin. Ouais, justement, si ça vous intéresse de savoir comment ça fonctionne, le dispositif du roman dont vous êtes le héros, donc, j'ai écrit un papier dans la revue française de gestion qui s'appelle « Écrire la fiction pour enseigner la théorie des organisations ». Ça date d'il y a 2 ans maintenant, je crois. Enfin, c'est le numéro spécial sur la fiction, ce que fait la fiction aux organisations. Donc ça, c'est pour un. Et puis il y a aussi quelques vidéos sur ma chaîne YouTube pour décrire un peu le dispositif. Je pense que ça a des bonnes propriétés, y compris en entreprise, pour travailler justement sur des transformations, mais aussi sur l'avenir du management. Ouais. Merci beaucoup, Mathias.